Eh ben, bonjour à tous. Déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait, je vois qu'il y a une bonne ambiance, c'est cool. Bienvenue sur ce talk sur SurvilleDB, une base de données qui fait rêver les devs. On va essayer d'y croire ensemble. Alors pour commencer, je me présente, je m'appelle Samuel Morel, je suis solution architecte et directeur technique de l'agence de Clermont-Ferrand. Et parmi ce que je fais au quotidien, on va retrouver de l'archi, forcément, vous l'aurez deviné, pas mal de cloud, de la sécurité, j'ai toujours suivi la sécurité, c'est un truc qui me plaît bien. Du full stack, je reste intéressé par tout ce qui est opérationnel, vraiment dev, et puis tout ce qui est formation. Puis j'ai décidé de me présenter aussi d'un point de vue plus perso, en 4 images. La première, en haut à gauche, elle représente l'innovation, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, qui a toujours dirigé ma carrière. Toujours aimé essayer des nouvelles choses, tenter de nouvelles expériences, et c'est aussi pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui. La deuxième, c'est celle en bas à gauche, c'est sur ma passion, qui retrouve un petit peu le côté tenter des nouvelles choses, c'est du vélo de descente. Donc c'est comme du vélo normal, sauf que c'est vraiment que pour se faire du mal, quoi. La troisième photo, celle en bas à droite, vous l'aurez peut-être pas deviné, c'est un bureau propre. Je suis quelqu'un qui est un peu carré, j'aime bien quand tout est bien rangé, et ceux qui me côtoient au quotidien le savent, je peux être un peu pénible avec ça. Et la quatrième et dernière photo, c'est des bébés, parce qu'en mars, j'ai eu la chance d'être papa de jumeaux. Du coup, c'était juste pour vous prévenir, si pendant un moment vous voyez que je commence à plus parler ou quoi, vous me faites un peu de bruit, c'est que je me suis endormi, je fais une micro-sieste. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour attaquer sur le sujet, où est-ce que ça a commencé? Comment je me suis intéressé à SurvilleDB et comment j'en ai entendu parler? En fait, sur YouTube, je suis une chaîne qui s'appelle Fireship et qui a fait deux vidéos, pardon. Une première qui est en 100 secondes, où globalement, il nous balance des killing features en disant ça fait tout, c'est trop bien, faut regarder. Bon, je me dis ça doit être un peu de la pub, on va attendre. Et après, il a fait un petit tutoriel, pas très long, hein, c'est 4-5 minutes, avec grosso modo comment ça marche. Et là, je me suis dit, va falloir aller voir ce qui se passe quand même, on ne peut pas rester comme ça. Donc j'ai commencé par me renseigner un petit peu sur l'entreprise qu'il y a derrière SurvilleDB. Donc ça a été fondé par deux frères, Toby et James, Morgan Hitchcock, dont Jamie qui m'a ajouté sur LinkedIn hier, pas de pression. Ça veut dire que je pense qu'il va regarder un petit peu ce qui se passe et peut-être me faire rattraper par la patrouille, on ne sait pas. Le projet a été open sourcé en juillet 2022, et avant d'être open sourcé, il avait été écrit en Go, et en fait il a déjà été repris en Rust pour avoir plus de performance, plus de gouache. Globalement, dans l'entreprise, il n'y a pas d'investisseurs externes pour le moment, il n'y a pas de venture. Donc c'est surtout les deux frères qui se sont bien endettés et qui arrivent à tourner à partir de leurs fonds personnels. Et leur objectif, c'est de créer leur propre cloud et de se faire de l'argent avec. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est important? Parce que SurvilleDB s'est déclaré en BSL 1.1 et cette licence-là, elle permet de faire à peu près tout tant qu'on ne leur fait pas concurrence. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser cette base de données à peu près comme on veut, tant que ce n'est pas une base de données as a service. L'objectif étant que les grands cloud providers ne puissent pas se dire « Super, il est bien ton produit, je le prends, je le mets sur l'étagère, voilà, c'est fini ». Donc c'est plutôt logique de leur part, et en 2027, ils vont redevenir sur de l'Apache classique. Comme on peut voir sur la petite photo en bas à droite qui a été prise pendant le SurvilleDB World, qui était le 13 septembre, l'équipe a déjà bien grossi, ça commence à faire une belle équipe. Ils sont basés essentiellement, voire exclusivement en Angleterre, à Londres. Et ça commence à faire du monde. Hein. Donc, maintenant que je vous ai présenté un petit peu qu'est-ce que c'était comme entreprise, on va regarder quelles sont les killing features, les choses qui font que ça fait un peu briller les yeux. La première, c'est que SurvilleDB est capable de faire du multiparadigme. Multiparadigme dans le sens où, avec SurvilleDB, on peut faire du document, du relationnel, on peut faire du graphe et du clé-valeur. Donc c'est super intéressant parce qu'en général, on doit choisir, avant même de commencer, quel est le paradigme qu'on va utiliser. Et surtout, on ne peut pas mixer les deux. On ne va pas faire un petit peu de relationnel et puis derrière, on va faire du document. Ça, on pourrait à la limite sur du Postgre. Puis refaire du graphe, puis du clé-valeur. C'est pas fait pour. Et l'autre point très intéressant, c'est qu'en gardant cette notion de multiparadigme, on reste acide. Acide, c'est les propriétés d'une base de données relationnelle qui permettent de se dire qu'une transaction va s'exécuter de manière sûre, de bout en bout. Over the top, au-dessus de tout ça, ils nous ont mis une petite API REST qui permet de faire du backend as a service. Je vous dis, hein, tout est coché, pas de souci. Backend as a service dans le sens où on va exposer toutes les données via des API assez simples, une API crude, et qui nous permet d'accéder à la base de données sans avoir un backend. Il est possible d'embarquer, d'intégrer la base de données, SurvilleDB, dans du code, donc on peut le mettre directement in memory. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de compatibilité, il y a Rust notamment, et qui permet d'onboarder directement notre SurvilleDB dans notre appli.
Ils ont inventé, enfin s'ils ont inventé, c'est leur vision du New SQL, c'est la mode maintenant, redéfinir le SQL, faire un SQL un peu plus large, et leur implémentation de ce nouveau SQL, ils ont appelé ça SirIlQL, tout simplement, bon là ils ne sont pas trop embêtés, et ça permet de faire plus de choses que du SQL. Dans les points intéressants, quand on fait des fonctions sur une base de données type relationnel, on fait du SQL, PLSQL, machin, c'est pas très sexy. Là, on peut faire des fonctions directement en JS ou voire en WebAssembly. Alors, par contre, ça reste du pur JS. Hein. Mettez pas des libs, des machins, des trucs, ça ne marchera pas. Ça reste du pur JS, mais c'est toujours beaucoup plus sympa que ce qu'on peut faire avec du SQL. Un point qui est super intéressant que je n'ai pas testé, dernière fois que j'ai fait ma conf, c'était pas encore là, maintenant c'est là, c'est la notion de replay. Ils font du change data capture. Du coup, c'est super intéressant parce que toutes les modifications qui sont faites dans une base de données peuvent être tracées, rejouées et potentiellement même exportées dans d'autres systèmes. Et ensuite, il y a la notion de time series qui permet de faire tout ce qu'on peut faire avec une base de données time series, ish. On va dire ça comme ça. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, on est face à une belle licorne rose avec une crinière arc-en-ciel. On est vraiment sur un produit où on coche toutes les cases possibles et on se dit mais c'est pas possible, il y a un moment, ça va pas marcher cette histoire. Bon, déjà commençons par dire comment on se connecte à cette bête-là. Donc, comment on s'y connecte? Il y a une API REST, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc une petite API avec des endpoints pour faire la partie back-end des services et des endpoints pour balancer en gros notre SirIlQL. On a une CLI qui a été développée, qui est plutôt bien faite globalement. On a des SDK en Rust, Node, Go, Dino, Python, Java et JavaScript. JavaScript est seulement pour la partie embarquée dans le navigateur. Et ensuite, l'autre façon de se connecter, c'est via des WebSockets. Donc, WebSocket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du flux bidirectionnel. Là où quand on fait du reste du web, en général, c'est du unidirectionnel. Là, c'est du bidirectionnel. Donc, on ouvre un canal. Ensuite, on peut échanger des données à la fois depuis le client ou depuis le serveur. Et ce qu'on peut échanger dans ces canaux-là, c'est soit du SirIlQL, donc on balance notre requête, c'est parti, soit du RPC, Remote Procedure Call, en disant je veux appeler telle procédure avec tel argument, machin truc. Et la chose surprenante, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de UI officielle. Il y en a une qui est officieuse et qui, je pense, va pas tarder à passer officielle. Je vous la montrerai tout à l'heure. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc on est juste sur full intégré, soit via du Postman Insomnia, soit via CLI ou le SDK. Ensuite, sur la partie installation et vraiment qu'est-ce que vaut le produit, comment on peut s'assurer que SirIl arrive bien à scaler? En fait, quand je dis c'est une base de données, SirIl, ce n'est pas une base de données. Il y a deux couches. Il va y avoir une couche storage qu'on retrouve en haut, qui peut être plein de choses. Ça peut être soit du single node avec du RocksDB et du SpeedDB, c'est les deux qui sont supportés, donc de la base de données fichier. Ça peut être intégré dans le browser avec de l'IndexDB, ou ça peut être sur des clusters clés-valeurs tels TIKV ou FoundationDB. Et en fait, cette partie storage, elle peut scaler à la vitesse qu'elle veut. Donc ça veut dire que derrière, on peut avoir peu de données et donc pas avoir beaucoup de nécessité de storage. Et par contre, avoir beaucoup de compute nécessaire. Donc en fait, la partie compute, c'est vraiment ça qui fait du SirIl. C'est là-dessus, c'est leur application. Et par contre, la partie storage, on va se reposer sur des technologies du marché. D'un point de vue sécurité, c'est toujours important quand on regarde une base de données ou même un produit en général, de comprendre comment ils ont défini la partie sécurité. Donc ce qu'on voit sur la droite, c'est la façon dont sont organisés, c'est les grands concepts qu'il y a autour de SirIlDB. On voit sur la droite la partie Authentication Scope. C'est le premier point, c'est des scopes, on peut créer finalement des droits d'accès qui peuvent aller jusqu'au champ, voire même jusqu'au record. Donc on peut aller très loin. Je n'ai pas testé les performances, une fois qu'on commence à aller vraiment jusqu'au record en disant je donne le droit uniquement à ce record et ce field, je pense que ça va devenir un peu galère au bout d'un moment. Ensuite on retrouve la notion de namespace, qui est donc notre top level entité, dans lequel on a des bases de données qui contiennent des tables, qui contiennent des records, qui contiennent des champs. Le record, c'est l'équivalent d'une ligne dans une table, on va dire, et c'est toujours identifié par un ID, et après les champs, faites ce que vous voulez. Concernant la sécurité, si on revient un petit peu là-dessus, on n'est pas obligé de définir des scopes, on a une notion de RBAC assez simple, on a juste 3 rôles, owner, editor, viewer. Et ça, par contre, on peut les mettre au niveau qu'on veut. Enfin, au niveau, à partir de table, database ou namespace.
Ça nous permet quand même de gérer un petit peu les différents accès. Et ensuite, sur la partie haute, on a la possibilité dans SurRealDB de parser les tokens JWT. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il nous met la représentation objet de ce qu'il y avait dans le token comme un objet accessible n'importe où dans SurReal. Pour faire ça, il faut lui déclarer quand même la clé de signature, la clé publique qui a signé le token JWT pour qu'il puisse vérifier que le token n'a pas été forgé. Et sinon, il peut aussi lui-même en générer, je vous le montrerai tout à l'heure. Et un point qui me paraissait aussi essentiel, c'est que ça fait plein de choses sur RealDB. C'est intéressant de savoir quand même qu'il y a la partie feature toggle qui nous permet de désactiver des fonctionnalités. Par contre, ça se fait au niveau de l'instance, pas en dessous. Donc, vous verrez, c'est au démarrage, on lui dit qu'est-ce qu'il a le droit de faire, pas le droit de faire. Et on va pouvoir aller voir un peu ce qui se passe. Tac. Alors là, je suis dans Surrealist, qui est donc la UI, qui n'est pas officielle, mais qui, je pense, ne va pas tarder à l'être, parce qu'il y a même encore des screenshots dans la doc de SurRealDB. Donc je pense que ça commence vraiment à être des gros indices. Comment ça fonctionne cet engin? Donc on va commencer par se connecter, on crée des environnements dans lesquels on crée des sessions. Et sur chaque session, je vais définir quel est mon endpoint. Donc ça, c'est le endpoint par défaut, une île. Comment on s'authentifie? Est-ce qu'on fait du root, du namespace, database, scope, ou est-ce qu'on se connecte en anonyme? Le namespace, la base, l'utilisateur, le password. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par démarrer ma base, ça vous montrera un peu la CLI. J'imagine qu'on ne voit pas grand-chose. Bon, ça va. Donc on a notre CLI qui dit je fais du surreal, je veux démarrer, le niveau de log en info. Mon user principal, ça va être God avec cannot guess my password comme mot de passe, qui paraît assez sécurisé. On active l'authentification, on autorise de faire du scripting. Et là, ce que je fais, c'est que quand je fais hello-net, vous allez voir, il y a un moment où on peut, depuis une API sur RealDB, faire un fetch, donc aller taper un endpoint externe, et là, je lui dis qu'il a le droit à rien du tout. Donc, je vais me faire, tout à l'heure, quand je vous ferai la démo, je vais me faire engueuler parce que j'essaie de taper un endpoint que je n'ai pas autorisé. Et la dernière partie, c'est parce que je le fais tourner en mémoire. Bam, voilà, ça a démarré. Pas grand chose d'intéressant, il nous montre un petit peu, il nous montre juste que le KVS, donc le Key Vault Store, est en mémoire et que le user God a été créé. Bon ben voilà, super, on est content. J'essaye de me connecter avec mon user God. Là c'est le moment, si ça marche pas, on n'est pas bien. Ça marche. Bon, c'est bon, la première partie de la démo a fonctionné. Première chose qu'on va faire, c'est ne pas utiliser le user root. On va créer un utilisateur. Donc ça c'est assez simple, c'est des choses qui ne sont pas forcément du SQL mais qu'on retrouve assez facilement. On définit notre utilisateur avec un mot de passe encore plus sécurisé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je lui donne le rôle owner. Par défaut, il va être owner sur le namespace. Donc quand j'exécute ça, tac, send query, il ne me renvoie rien, c'est que ça a dû marcher. Ça fait partie des trucs qui ne sont pas très bien intégrés encore. Quand je fais un appel REST, j'ai mon résultat, il me dit ok c'est bien passé, sur Realist, il me dit il ne m'a rien renvoyé. S'il ne m'a pas gueulé dessus, c'est que ça doit marcher. Ensuite, il y a des commandes qui permettent de savoir qu'est-ce qui est déclaré à différents niveaux. Le premier, info for KV, permet de savoir qu'est-ce qui a été déclaré dans mon namespace. Donc, dans mon key value store. Donc, j'ai un namespace qui s'appelle test, j'ai un utilisateur qui s'appelle God et qui a un mot de passe qui est haché, avec un rôle owner. Ensuite, au niveau de mon namespace, j'ai une base de données qui s'appelle test, qui a été définie comme ça. Bon, c'est simple. J'ai pas de token et j'ai pas d'utilisateur au niveau de la base. Ça veut dire que mon utilisateur qui est déclaré au-dessus, il est... Pourquoi il n'est pas là, lui? Il est là, pardon. Je me suis fait un peu peur, pardon. Au niveau de la base de données, les tokens, c'est là-dessus qu'on va définir notamment la liste des clés qu'on va autoriser pour vérifier la signature du token. C'est un token JWT qu'on pourrait lui provider qui vient d'ailleurs. Et de la même façon, d'un point de vue base de données, donc info for DB, on va retrouver des analyzers qui permettent de faire de l'analyse de données assez simple. Les fonctions dont je vous parlais tout à l'heure qui sont faites en JavaScript ou autre. Les paramètres qu'on peut rendre disponibles de manière globale dans l'application. Les scopes, je vous en ai parlé, Authentication Scope. Les tables, les tokens, on retrouve la même chose niveau base qu'on peut retrouver au niveau namespace, voire même au niveau Key Vault. Et le user qu'on vient de créer, donc Samuel. À partir de là, je change d'utilisateur, je me connecte en tant que Samuel, deuxième roulement de tambour, connecting. Ça a marché. Alors là, on va commencer à vraiment créer des records.
Donc quand on crée un record, qu'est-ce qui est important de savoir? On commence déjà par create. On veut le changer à insert into, c'était trop facile. On fait juste un create, on définit le record ID, et le record ID est défini par la première partie, qui est la table, et la deuxième, qui est l'ID. Cet ID, il peut être auto-généré, ou je peux moi-même le générer, de la même façon qu'on peut faire ça en SQL ou sur ce qu'on veut. Et ensuite, je vais avoir la liste de mes champs, je fais un set et je balance mes champs, clé égale valeur, clé égale valeur. Rien de très compliqué. Ce que je vois en retour, que je ne vous ai pas décrit tout à l'heure, c'est qu'il me renvoie du JSON, en me disant, ben voilà tout ce qui s'est passé. Rien de foufou pour l'instant. On va passer sur la création un peu plus intéressante quand même. On va voir les différents modèles de données qu'on a à disposition. Donc là, vous voyez, je crée un talk. Je peux mettre des strings classiques. Je peux mettre des dates. Les dates sont fournies comme ça. Je peux mettre du GeoJSON. Donc ça, c'est une location, c'est un point GPS. Je peux mettre des objets directement. Je peux mettre des arrays. C'est plutôt sympa quand même. Et ça, c'est la partie comment on lit deux records. Ça s'appelle des record links. Et en gros, je vais juste lui dire, sur ce talk-là, mon speaker, ça pointe sur le record speaker de Samuel Morel. Donc là, vous voyez, je crée 4-5 talks. C'est parti, tout s'est bien passé, il m'a dit OK, j'avais 4 queries. C'est parti. Très bien. Le premier point qui paraît déjà pas mal intéressant, c'est que quand on veut faire l'équivalent d'un like, on est capable de faire du fuzzy search. Donc par exemple, là, il m'a reconnu que mon titre, il était avec un S majuscule, mais je m'en fous, il y a ce reel dedans, ça fonctionne à peu près. Donc ça fait une sorte de like, et c'est déjà un peu plus sympa. Si on doit faire ça sur du Postgre ou une chose comme ça, il faut installer des extensions, il faut activer des options. Donc pour ça, c'est plutôt cool. On va créer des participants à ce talk qu'on vient de créer. Donc c'est la deuxième façon de créer un objet dans ce reel. On va créer toujours pareil, la table, le record ID, et là, vous voyez, je ne fais plus passer un set avec mes champs, je fais passer un objet JSON. Donc avec cet objet JSON-là, directement, il va lui l'interpréter et faire la même chose que si j'avais fait tout à l'heure avec mon set et mes champs. Le résultat est exactement le même. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est comment on va chercher nos informations sans faire de jointure. Parce que c'est la promesse, on ne fait plus de jointure. Et comment on fait ça? En fait, on va juste utiliser notre champ, par exemple ici, notre champ speaker. Je peux directement accéder à tous ces fields à l'intérieur. Donc là, je suis dans Talk, j'ai récupéré le Talk ID et je vais chercher les informations de mon speaker directement, sans faire un join. Je vais juste dire je passe par mon record link. Aussi simple que ça. Tac. Il y a des fois où on a bien envie que quand on va chercher notre record, on puisse aller chercher les records d'enfants. Donc par défaut, si je fais un select étoile from talk, je vais avoir ce retour-là et je vais voir que mon speaker, c'est juste mon record link. Mais j'ai rien qui est récupéré. Alors que si je fais mon fetch speaker, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me remonter toutes les informations du speaker. Pardon, il est là. Tac. Toutes les informations de mon speaker directement. Donc je n'ai pas besoin d'aller chercher, de faire la liste de tous les champs qui vont bien. Je lui dis, va me chercher tout ce qu'il y a sur ce record et il est parti. Et de la même façon, on peut créer des record links dans des arrays. Là où on ferait des tables d'association, on peut juste avoir une liste de champs, de records qui sont référencés. On peut créer des contraintes, bien sûr, pour dire que dans Talks, je ne veux que des talks, ou pas. Je peux dire des liens. Donc ça va être des liens. Dedans, j'aurai des talks et j'aurai peut-être des choux, des carottes, de ce qu'on veut. Donc là, la façon dont on le fait, là, j'ai fait un petit update, ça me permet de vous le montrer en même temps. Et je dis que talk, c'est une subquery qui dit va me chercher tous les talks où le parent, où mon ID, le speaker ID, égale celui de la request parent, donc celui que je suis en train d'exécuter sur chaque record. De la même façon qu'on fait un fetch au moment de récupérer un seul record, quand on a une array de records, on peut aller chercher juste le premier élément, comme ça. Ou je peux même filtrer sur ce que je veux aller chercher. Je peux lui dire, va me chercher dans la table speaker les talks où le titre commence par Servril. Et ça fonctionne très bien, ça me remonte juste mon talk qui s'appelle Quarkus. Et les autres ne sont pas fetchés. C'est plutôt costaud comme truc. Et là, on va partir sur la notion de graphe. Comment on fait pour faire du graphe? Si vous avez déjà eu l'occasion de jouer avec des bases de données graphes, genre Neo4j, pour ne pas la citer, on a aussi la notion d'arrow, comme ça.
Par contre, ils utilisent un langage qui n'est pas tout à fait pareil. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Là, l'objectif, c'était de pouvoir l'intégrer dans le langage SirRQL. Donc ce que je vois, c'est que je fais un lien entre deux records, et sur ce lien-là, je vais lui donner un nom, ça va être le nom d'une table qui sera créée derrière, et je vais lui mettre des propriétés. Et grâce à ça, je peux faire du parcours de graphe de la même façon que je le ferai avec un Neo4j. Donc là, je crée deux liens, dans un sens et dans l'autre. Donc un participant qui souscrit à un talk, et un talk qui est noté par un participant. Bon, voilà. Comment on va chercher ces informations-là? Comment, derrière, on query ces liens-là? Parce que là, on les a créés, c'est super, on a fait un relate. Maintenant, il faut aller chercher ces infos. Et bien, on peut faire juste comme ça, en disant qu'est-ce qu'il y a, en gros, à ma source, donc qu'est-ce que j'ai en entrée, et qu'est-ce que j'ai en sortie, from talk. Et ça va me permettre de voir que ce qui est créé dans un talk, je vais avoir... Non, pardon, je dis une bêtise. C'est cette partie-là qui est intéressante. Hop. Ce que je vois là, c'est que j'ai fait un select étoile from rent. Donc en gros, j'ai fait un select étoile via une entité qui relie deux records. Cette entité-là, en fait, c'est un record assez simple avec juste deux propriétés intéressantes, in et out, qui permettent de faire le lien entre les records entrants et sortants. Donc c'est aussi simple que ça. C'est la façon dont ils ont géré la partie graph. Et dessus, je peux bien sûr avoir des propriétés. Donc ensuite, de cette façon-là, on va chercher tout ce qui est entrant-sortant, ça on en a parlé un petit peu. Un autre point qui est très important, c'est que là, depuis le début, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai créé des objets, j'ai créé des choses, à aucun moment, je n'ai déclaré de champ. Nulle part. Je n'ai pas défini de structure. On est sur ce qu'on appelle du schemaless. Donc j'ai le droit de faire à peu près ce que je veux. Entre deux records, on va se retrouver sur potentiellement des champs très différents. Je peux aussi faire du schéma full. Schéma full, ça veut dire que par exemple, là, sur ma table attendee, je dis, attention, cette table, elle fait schéma full, et je commence à définir quels sont mes champs. Quand je définis un champ, je vais lui définir un type, et je peux définir aussi des fonctions qui seront appelées à l'insertion. Par exemple, là, ce que je fais, c'est que je définis que mon champ first name, sur mon type attendee, je vais appliquer un lowercase sur la valeur qu'on me donnera. Toujours. Donc, je n'aurai que des minuscules dans ma valeur de first name. Inversement, dans le last name, je fais la même chose en uppercase. Et je peux aussi faire des vérifications liées à un champ. Par exemple, là, sur mon type âge, je vais lui dire, je veux que la valeur soit supérieure à 18. Donc, je veux qu'en gros, mon participant soit majeur. Et ça, c'est une façon qui est intéressante aussi. Même si on fait du schéma full, je peux avoir un type optionnel qui ne sera pas forcément renseigné. Donc ça, c'est voilà, l'équivalent d'un champ qui est nullable. Il y a un autre exemple dont je n'ai pas remis dans la démo, c'est qu'on peut créer des champs flexibles. Un champ flexible, ça va être un champ dans lequel je vais pouvoir mettre un objet qui me permet d'étendre mon modèle. Donc je vais avoir ma base de données avec mes champs classiques sans problème, puis je vais avoir un champ, l'équivalent d'un JSON que je vais stocker dedans, que je pourrais query derrière comme je veux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier comment ça fonctionne, cette partie assertion. Donc si j'essaye de faire mon insert, je fais deux create, un premier attendee, donc un premier participant avec l'âge de 15 ans, je me fais jeter parce qu'il me dit il faut que la valeur soit supérieure à 18. Et si je regarde le deuxième résultat, moi j'ai mis 25, bon, c'est passé, il n'y a pas de souci, ça m'a bien exécuté ma requête de vérification. Sur la partie time series, je vous en parlais tout à l'heure, on peut faire pas mal de choses en time series, il y a plusieurs façons de le faire. En fait, on peut stocker dans les ID, je vous ai dit tout à l'heure, on met le nom de la table et puis quelque chose. Ça peut être des entiers, ça peut être des strings, ça peut être des objets. Donc là, je peux créer directement en entrée des objets, et notamment, c'est là-dessus, c'est comme ça qu'ils font du time series. Donc je vais avoir à chaque fois la même city avec une date qui varie, et c'est la météo du jour qui était annoncée il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si elle est encore d'actualité. Tac, on va faire comme ça pour avoir tous mes résultats. Ça, c'est la première façon de le faire, donc j'ai créé 5 petits records. Et la deuxième façon, c'est de passer par une array, directement comme ça. Je passe en entrée des champs. Et ensuite, ce qui est très intéressant surtout, ça va être la façon dont on va aller chercher ces données. En fonction de si on utilise un objet, on va pouvoir faire un where classique. En gros, dans mon ID, je vais chercher ma city, ma date, machin truc. Et de la même façon, on peut le faire directement comme ça dans un select from. On utilise un range en définissant la valeur de du premier champ, la valeur de début, et ensuite il y a ces deux petits points qui me disent, en gros, la même chose que ce qu'il y a au-dessus, je vais chercher ce qui est supérieur à la date d'aujourd'hui à 10h. Donc ça, c'est la façon dont on va chercher les données time series. Un point qui est super intéressant, je trouve,
c'est la notion de futur. Je peux définir un champ qui sera évalué au moment où je vais le query. Ça peut être sympa. Il peut y avoir des choses, par exemple, là, je vais rajouter dans mon talk un champ isDone, qui en gros, si la date plus 45 minutes est inférieure à maintenant, ça veut dire que mon talk il est terminé. Voilà, ça m'a mis mes différents talks qui sont terminés. Ce reel, c'est pas terminé, vous endormez pas tout de suite, il en reste encore un petit bout. Et ce champ-là, il est récupéré juste au moment où on va query. Chose importante, sur ces types de champs-là, on ne peut pas faire de where, on ne peut pas faire de group by, parce qu'il est évalué juste au moment où on va le chercher. Donc c'est vraiment, finalement, un champ juste pour le moment où on va query. Sur une partie un peu plus complexe, entre guillemets, on peut se baser sur, par exemple, un champ qui appelle une fonction. Donc on peut se dire qu'au moment d'appeler la récupération du champ, là j'appelle une fonction par défaut, que je veux chercher la taille d'une array, mais je pourrais aller appeler n'importe quel type de fonction, même un fetch. Donc potentiellement, quand on vient m'appeler, je pourrais aller chercher quelque chose sur Internet. Il ne faut pas le faire, je pense, mais on pourrait. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de GeoJSON. On a des fonctions qui nous permettent de récupérer notamment la distance entre deux points. Ils nous calculent la distance. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'entre le talk sur Reel qui se passe ici et les Tech Assembly, qui sont une conférence interne Soprasteria, petite pub en passant, qui se déroule à Paris, on a 358 km à vol d'oiseau. Quand c'est bien qu'il ne va pas passer par les routes, savoir par où on passe. C'est vraiment du vol d'oiseau. On a une notion de script aussi, donc on peut, en calculant un champ, dire qu'à la fin on récupère un objet. Et là, par exemple, ce que je vais faire, c'est une sous-query. Donc je vais faire ma sous-query en disant je vais chercher la date minimale du prochain talk, l'objectif étant de trouver donc, le prochain talk s'il y en a un. Je fais du bind, parce que les queries avec des plus, on ne peut pas faire. On va faire des queries paramétrées. Je récupère mon résultat, et à partir de là, je crée un objet, juste JSON, avec mon titre que j'ai récupéré depuis mon record, et ma date que j'ai récupérée depuis mon record. Et cette partie-là, si je le mettais en futur, potentiellement, il va aller chercher ce truc-là à chaque fois que je vais chercher. Donc ça me permet de ne pas avoir à stocker des informations qui sont potentiellement mouvantes. Je vous ai parlé tout à l'heure de fetch. Eh ben on y arrive. Bon voilà, je me suis fait engueuler comme j'avais prévu. Je peux définir une fonction qui va faire un appel. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que pour chaque talk, je vais chercher les coordonnées. Donc le 0, le 1, le x, le y, quoi. Où je suis donc ligne par ligne, je bind mon ID, je récupère le résultat, ma latitude, ma longitude, et à partir de là, je lui dis fais un fetch sur apiopenmeteo.com avec ces paramètres-là. Tout à l'heure, je vous ai montré en démarrant, je n'ai autorisé aucun host dans le OVNet. Donc en gros, il va m'empêcher d'aller appeler en dehors. Et c'est plutôt intéressant parce que quand on va commencer à faire des bases de données qui sont souvent assez proches du centre du système d'information, il y a pas mal de droits, ils ne sont pas forcément... en tout cas, ils sont plus loin de l'utilisateur. Donc c'est intéressant de se dire, je vais pouvoir empêcher qu'on puisse sortir sur Internet à cet endroit-là et me récupérer un script, ce qu'on veut, un truc, quoi. On peut définir des fonctions. Donc là, par exemple, on utilise le mot-clé fn le nom de la fonction, on définit nos paramètres, et ces fonctions-là, ensuite, elles seront appelables à peu près n'importe où. On peut l'appeler directement comme ça, il y a un mot-clé return qui permet d'invoquer des fonctions, et on peut faire quelque chose d'un peu plus indirect, c'est-à-dire que le calcul d'un champ se basera sur l'appel à cette fonction qui prend un paramètre en entrée. Donc de la même façon, ça va nous calculer, ça va nous appeler cette fonction au moment à chaque fois qu'il y a un record dans la table speaker. Tac. Là, on part sur quelque chose de super intéressant, je trouve, c'est la notion d'événement. On peut définir des événements. Donc on a juste à définir l'événement, on lui donne un nom, on lui dit sur quelle table il se base, et on lui dit quand est-ce qu'il faut l'appeler. Donc là, par exemple, on l'appelle à chaque fois qu'on crée un record sur la table talk. Et dans ce cas-là, je vais créer un nouveau talk event, et je vais dire qu'il a été créé par le token. Je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de comment on est connecté, on peut avoir accès aux informations de l'utilisateur connecté. Et puis derrière, l'ID du talk, qui nous permet de faire un peu de traçabilité. C'est l'équivalent d'un trigger quand on fait du relationnel. Et on a aussi, de la même façon qu'on peut faire avec un trigger, hop, je fais une faute,
on peut avoir les changements, par exemple, en se disant qu'à chaque fois que ma date change sur ma table talk, eh ben, je vais avoir ma donnée avant que je compare avec ma donnée après. Et à partir de là, je peux créer des informations. Donc là, par exemple, tac, ça je l'ai exécuté, je le réexécute, on ne sait jamais. Je vais ouvrir la partie Live Query. Donc là, on part sur l'exploration de ce qui existe dans Surrealist. Et la partie Live Query, je vais créer une query qui s'appelle juste Live Select all from date machin. Et à chaque fois que j'ai un événement qui est trigger, là il est en mode live. Donc dès que j'ai un événement qui est trigger, il va me l'afficher ici. Donc si je vais changer une date, par exemple, tac, j'ai fait une bêtise. Je vous avais dit du live coding, mais voilà, j'y suis là. 2024 01 01 T 01 2.0 2.0 Z, tac, save, on joue. Là, j'ai changé le titre. C'était le talk où je disais qu'est-ce qui va se passer après, peut-être Devox, on ne sait pas, je ne sais rien, on va essayer. Et j'ai changé la date en se disant que ce ne sera plus le 1er janvier à minuit, mais le 1er janvier à 1h. Je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est la date. Quand j'ai fait ça, j'ai lancé un live event et je vois que j'ai reçu un événement qui est ma date before. J'étais avant à minuit et maintenant c'est à 1h. Et voilà ce qui s'est passé sur tel record et voilà de quel talk on parlait. Donc ça c'est quelque chose qui est super intéressant je pense et ça se base sur des WebSockets forcément. Ensuite il y a la notion de scope. Donc là pour ça je vais arrêter d'utiliser Surrealist et je vais aller utiliser un bon vieux Insomnia. Donc je vais faire des appels à la PRS, ça me permet de vous montrer ça. Parmi les endpoints qui sont disponibles sur l'API, on va avoir un endpoint SQL où je lui fais passer mon SQL directement comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je définis un scope à qui je donne le nom user. Je lui dis que sa session, ce sera 2 heures. Par défaut, c'est 1. Et ensuite, il y a 2 commandes qui sont importantes. C'est la partie sign up. Qu'est-ce que je fais quand j'enregistre quelqu'un? Donc là, par exemple, je vais créer un record dans la table user en prenant comme ID son username et je recrée la partie username aussi dans un champ username. J'appelle une fonction qui me permet de faire du hash de password, parce que quand même, il ne faut pas déconner, même si c'est un 2, 3, 4, 5, 6, au moins le hasher, quoi. Et la deuxième partie, c'est au moment de se loguer sur la base de données, qu'est-ce que j'appelle? Donc là, par exemple, je vais mettre à jour ma table user en disant last connection, c'est maintenant, si je trouve un utilisateur qui a tel username et tel password. En vérifiant, en gros, je refais un hash du password et je vérifie les deux passwords. Donc quand je fais ça, ça se passe bien. Ça me permet de vous montrer, tout à l'heure je vous disais, côté Surrealist, même quand il ne se passe rien, qu'il ne voit pas de résultat, il affiche rien, il dit juste j'ai pas de résultat. Dans l'API, on voit le statut, qui est là, OK, et on voit toujours une durée d'exécution de la commande. Ça c'est plutôt sympa parce que ça permet d'être monitoré et potentiellement de savoir quand on a des lenteurs ou des engorgements du réseau. Ensuite, comment on fait un sign-up? J'ai un endpoint sign-up, aussi simple que ça. Je balance mes informations nécessaires, user, password, toujours aussi original au niveau du password. Je lui dis sur quel scope il se base, c'est le scope user ce que je viens de créer. Mon namespace c'est test, ma base de données c'est test, et à partir de là, il me renvoie un token JWT. Dans ce token JWT, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Hop, JWT décodeur, j'ai oublié de sélectionner, hop, JWT décodeur. Il me montre le header, donc là rien de spécial, c'est un JWT qui fait de H512. Je vais retrouver quand est-ce qu'il a été généré. Donc il a été généré là. GMT, mais on voit bien 14h01, GMT plus 2, notre horaire. Note before, quand il a été généré. L'expiration, c'est 2 heures après. Pas surprenant, c'est ce qu'on a défini dans notre scope. Et on va retrouver les informations qui permettent à SurLDB de diriger l'utilisateur au bon endroit. Donc notre namespace, notre base, le scope qu'on avait défini, et l'ID. L'ID, c'est un champ que j'ai renseigné au moment du sign-up. Donc j'ai créé un record dans la table user avec le username qui est scope user. Pour vérifier si l'utilisateur est bien connecté, hop, je remontre un petit peu comment ça fonctionne. J'ai mis, là j'utilise la partie super administrateur machin truc. Donc là c'est du basic query, basic auth. Donc il fait passer juste en gros user password en base 64, donc pas grand chose de foufou. Et dans mes headers, il faut bien que je lui dise où est-ce qu'il va. À partir du moment où j'en suis là, je lui fais mon select,
il me renvoie l'équivalent d'une query normale, comme je pouvais retrouver dans Surrealist. Je peux exécuter mes commandes, histoire de récupérer toutes les notions qui ont été créées dans les différents niveaux. Je retrouve toutes mes tables que j'ai créées depuis tout à l'heure. Donc j'ai le namespace, j'ai la partie database. Dans la base de données, j'ai une fonction que je définis tout à l'heure qui s'appelle grids. J'ai un scope que je viens de définir qui s'appelle users. J'ai mes différentes tables qui sont la majorité du temps schemaless, et il y en a une seule que j'ai créée chez Mafull qui est la table attendee. J'ai mon user et j'ai toujours pas créé de token parce que là j'ai pas fait de démo pour ça. On peut aussi ça c'est la partie signée. Donc ça c'est comment on se connecte à la base de données une fois qu'on s'est enregistré dessus. Donc comment on fait ça? On fait passer exactement la même chose, le scope, namespace, database, user password, bam, c'est parti. Et il me renvoie l'équivalent, pas exactement le même token, mais l'équivalent, et qui me permet donc de m'authentifier. Derrière, j'ai juste à faire passer en mirror et je suis authentifié sur la base de données. Pas besoin de faire du basique tout le temps. Et on peut aussi s'authentifier sans être sur un scope, où là on va juste avoir le champ scope en moins. Donc je me connecte en tant que utilisateur Samuel, ça me fait la même chose, ça m'envoie un autre token, et sur ce token là, toc, je vais avoir la même chose. Donc le scope par défaut, là 14h04, l'expiration sera à 15h04 parce que les sessions durent 1 heure par défaut. Et je vais retrouver namespace, base et ID uniquement. On voit que ce n'est pas un record dans une table, c'est vraiment juste le nom de l'utilisateur. Et ce que je ne vois pas aussi que j'avais tout à l'heure, c'est le scope, puisque je ne suis pas sur un utilisateur qui est lié à un scope. Je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de comment on allait chercher du backend as a service, donc faire du CRUD directement. Ben voilà, il me définit via l'API key. Je peux lui dire, va me chercher tous les speakers. Et ça me fait un selectable from speaker directement en appelant une URL. Sans avoir à mettre de driver, de machin, de trucs, ça me renvoie du JSON, j'ai pas besoin de m'embêter. Et si je veux aller plus loin, je peux aller chercher via l'ID du record. On va me chercher le speaker qui a l'ID Samuel Morel et ça va me sortir un seul speaker qui est celui-là. On peut faire du post en définissant l'ID directement dans l'URL. Bon, ça fonctionne très bien aussi, il n'y a pas de problème. La rapidité est toujours présente. Après, je suis sur une base de données de memory, ça c'est plutôt normal. Et les updates, je peux faire du patch directement en disant que par exemple, j'ai changé l'âge de mon speaker Toto et maintenant il a 60 ans. Bon, voilà, j'ai juste fait un patch, j'ai pas besoin de récupérer tous les champs, je vais juste faire un patch. Hop, on va revenir sur cette partie-là. Pom pom, définition schéma speaker full. Oui, bon ça après on s'en fout. On va partir sur la fin de la présentation. Donc, on arrive à la deuxième partie de la présentation, il va falloir que je tarde pas trop, sur la partie comparaison des performances. Parce que c'est bien d'avoir un produit super magico-magique, mais il faut qu'on arrive à le comparer avec le reste du monde. Donc j'avais plusieurs pistes. La première, c'était de trouver un projet qui est suffisamment générique pour pouvoir être testé sur différents modèles. Vous faites juste à définir une interface, celle de Surreal, parce qu'on va pas rêver, il va falloir que je définisse des trucs de façon côté Surreal. Deuxième partie, c'est de se baser sur un outil, Gatling, JMeter, ou ce qu'on veut. Bon, ça m'oblige à faire tous les scénarios dans chaque langage, mais c'est une piste. Et la troisième partie, c'est de trouver un projet qui est spécialisé dans un modèle et de faire à chaque fois l'interface SurrealDB. C'est l'approche que j'ai choisie. Et du coup, avant de se dire comment j'ai fait, on va se dire qu'est-ce qu'on compare. Donc déjà, pour pouvoir comparer, j'ai créé un petit cluster cube. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure comment. En me mettant des règles, me fixant des règles. Déjà, je ne voulais toujours un single node. Tout le monde est logé à la même enseigne, single node. Avec un file storage, avec un nombre de ressources limité. Donc vous voyez, j'ai mis les petites étiquettes de t-shirt à côté. Par défaut, sur toutes les bases de données, j'ai un CPU, j'ai 500 milli-CPU, 512 mégas de RAM en request et en limite un CPU, 1 giga de RAM. Donc ça veut dire qu'ils vont tourner en environnement plutôt contraint. Je pense notamment à Neo4j, il n'aime pas bien ça. Mais tant pis pour lui. Et ensuite, j'ai rajouté dans mon cluster, pour réduire au maximum la latence réseau, mon worker directement dans le cluster. Donc ça veut dire que j'aurai peu de latence réseau parce qu'il y a des grandes chances que je tourne au même endroit. Ensuite, il fallait que je puisse répéter autant que je veux, donc c'est pour ça que je suis parti sur du cube. Et règle d'or, je n'ai utilisé que les configurations par défaut. Donc j'ai juste utilisé ce que j'avais besoin de configurer pour créer mes utilisateurs, et c'est tout. Le reste, c'est toute la conf par défaut.
Donc comment j'ai fait pour créer ça? Je me suis basé sur Civo. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette boîte. Ils font du cluster as a service, donc c'est du K3S. En CNI, c'est du Flanel. Ils ont un provider Terraform qui marche plutôt très bien. Donc qui permet, moi ce que je faisais, c'est que comme c'est quand même payant à la base, je démarre mon Terraform, je fais mes tests, bam, j'écrase tout, je repars de zéro, c'est pas gênant, ça marche bien. Ça démarre très vite. En général, on arrive à avoir un cluster en 1 à 2 minutes max. Et sachant que les clusters, ils sont un peu costauds quand même. Là, ce que je vois, j'ai 4 nœuds, par nœud, j'ai 4 CPU, 8 Go de RAM et 60 Go de storage. Et je peux aller plus loin. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est la partie marketplace, où ils définissent des préconfigurations qui nous permettent d'installer des applications en clic-bouton directement sur le cluster. On retrouve de tout, on retrouve des bases, on retrouve du GitLab, on retrouve du Sonar, on retrouve plein de choses. Donc c'est super intéressant. Et après, dans les choses qui m'ont un petit peu aidé aussi, c'est que quand on démarre, on a le droit à $250 de crédit. Et quand on est Dev Advocate, on a le droit à $1000. Donc j'ai eu cette chance. J'ai utilisé cette chance et ça m'a permis de démarrer, de faire des clusters sans me poser la question de comment j'allais faire. Donc commençons notre première comparaison de performance concernant les trois majeurs, on va dire, du monde de la base de données, Mongo, Postgre et Neo. Pour commencer par Mongo, on a un projet qui s'appelle Yahoo Cloud Serving Benchmark, YCSB, qui a été mentionné par MongoDB dans sa doc, donc je me dis que ça peut être quand même plutôt une bonne piste. Facile à adapter, c'est du Java, je fais du Java, ça me va bien de refaire du Java pour faire l'interface RIL, et j'ai plusieurs plusieurs canaux de mesure, la partie lecture, écriture et scan. Ils définissent 6 scénarios qui vont varier entre lecture, update, scan et insert. Et moi, la politique que je me suis appliquée, c'est que je lance 5 fois et je prends le meilleur résultat des 5 lancements. Le résultat, il est celui-ci. Donc vous voyez, en vert, c'est Mongo, en bleu, c'est SerReal. Il y a la partie load à gauche, où on va charger les données, et ensuite la partie run, qui est au milieu, on va dire, et qui est le moment où on va chercher ces données-là. Donc ce qu'on voit, c'est que sur la partie load, Mongo est meilleur. On parle en millisecondes, donc ça commence à faire une belle différence quand même. Sur la partie run, par contre, c'est SerReal qui est meilleur. Bon, sur l'un de leurs runs en tout cas. En tout cas, on voit que c'est pas très très différent de ce point de vue-là. Et ensuite, on a la partie latence à droite. Comme je vous disais, j'ai essayé de le réduire au maximum, mais on retrouve quand même des latences qui peuvent être assez importantes entre le moment où je lance ma query et le moment où j'ai mon résultat. Et ce qu'on voit, c'est que la latence à l'insert est plus à l'avantage de Mongo, pareil pour l'update. Et par contre, au niveau du read, on est à peu près pareil. Et par contre, quelque chose qui m'a surpris, je ne savais pas, côté Mongo, quand je regardais la latence maximum à l'insert ou au read, ça fait comme s'il y avait un call boot. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'explique pas, mais bon, voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même le montrer. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, d'un point de vue performance, par rapport à Mongo, single node, attention, on est sur quelque chose d'à peu près similaire, il tient à peu près la route. Sur la partie relationnelle, j'ai trouvé un projet qui s'appelle CMU Benchbase, qui permet de faire des tests sur plein de DBMS différentes, et facile à adapter, parce que c'est du Java, toujours pareil. On a plein de benchmarks qui sont inclus, on retrouve notamment YCSB, on retrouve un benchmark qui nous met toutes les pages de Wikipédia, on retrouve un truc qui simule un Twitter, donc c'est super intéressant. Et ensuite, là où je me suis dit, cool, j'ai de la chance, c'est que dans ce RealDB, j'ai récupéré le SDK Java, et dedans, il y a un petit dossier JDBC. Je me suis dit, cool. Pas cool. En fait, ils ont fait un petit truc, ils ont créé juste les contrats d'interface, et je me suis retrouvé, une fois que j'ai fait mon test, avec des unsupported operations. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Du coup, j'ai décidé de ne pas aller plus loin pour l'instant. Sur la partie relationnelle, je referai ce test une fois qu'ils auront développé cette interface-là. Sur la partie graph, alors là, j'en ai vu pas mal, notamment parce qu'il n'y a pas tant que ça de bases de données graph. Et le seul benchmark que j'ai trouvé qui me paraissait intéressant, il est proposé par MemGraph, qui est un concurrent de Neo4j, et qui permet de faire du Graph Oriented Test. Donc c'est basé sur Cypher, le langage qui est utilisé notamment chez Neo, chez MemGraph, et sur Bolt, qui est le protocole de connexion. Autant dire que là, il fallait vraiment tout refaire. Donc, en plus, c'est pas facile à adapter, c'est du Python et du C++. Et je ne sais pas si je vous ai dit que je fais du Java, moi, plus. Si, je crois que je l'ai dit. Donc ce que je me suis dit, c'est là, on va arrêter cette histoire, je n'irai pas plus loin. Par contre, je me suis rabattu sur la partie utiliser un outil externe, utiliser JMeter.
J'ai trouvé un petit scénario avec 2000 records qui insère avec 5 fields, et je lance ça en mode 20 threads. Et ce que je vois, c'est que les comparaisons en average, Neo est meilleur que peut l'être SurrealDB. Par contre, encore une fois, si on regarde le max, là par contre je le savais, Neo4j a un cold run. Donc en gros, quand tu lances la première fois qu'on exécute une requête côté Neo, il faut le temps que ça se chauffe un peu l'histoire. Donc en conclusion, histoire de terminer dans les temps, la première version de SurrealDB est sortie le 13 septembre dernier, donc c'est quelque chose de très 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 jeune. Très jeune et donc assez dur de savoir qu'est-ce que ça va donner dans la suite. Le CEO a annoncé lui-même que pour l'instant les performances, ils n'avaient pas trop regardé et que ce serait le prochain grand chantier. Ça paraît un peu suicidaire, mais au moins ça a le mérite d'être honnête. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est pas prêt pour faire de la prod, pas encore, et je pense pas avant un moment. Par contre, il faut quand même garder en tête que c'est un produit qui paraît très intéressant et que si ça marche comme prévu, c'est possible que ce soit un peu une tuerie quand même. Donc voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous avez à peu près 1 minute, donc parlez vite. Oui. Alors la question c'est est-ce que les cloud managers, enfin les grands cloud providers seraient intéressés pour faire un service de ça? Et en fait le problème ça va être la licence qu'ils ont mis en place côté SurrealDB qui les interdit de faire ça. Donc je pense que les cloud providers pourraient être intéressés, mais que la licence les empêche de le faire. Oui. C'est vrai? Ah, je me suis fait avoir. Donc, petite information complémentaire remontée par le public, il y a aussi un SDK.NET depuis le 23 septembre. Je rajoute ça dans ma presse. C'est tout bon? Eh bien, merci beaucoup.